Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S610 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 1er juin 2023. Cette émission est présentée par le Pentax K33 monochrome, le réflexe conçu par Ricoh Imaging exclusivement dédié à la prise de vue en noir et blanc. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le photographe Jean-Christophe Béchet pour parler de la photographie noir et blanc avec un appareil monochrome. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va essayer finalement de s'interroger sur la fascination des photographes, toujours de nos jours, pour la photographie noir et blanc. Dans le temps, le noir et blanc était une contrainte, car finalement la photographie couleur n'existait pas. Aujourd'hui, ce n'est évidemment plus le cas et de nombreux photographes aiment toujours à capturer le monde en niveau de gris. Certains constructeurs ont même décidé de proposer des boîtiers uniquement conçus pour cet usage. On vous propose d'écouter le témoignage de Cyril Thomas, le directeur général de Leica Caméra France. Il nous parle de la philosophie Leica en termes de boîtier monochrome et nous dresse le portrait des photographes qui les utilisent. Alors, je pense que, il y a toujours, énormément de gens, qui sont intéressés par, le noir et blanc, tout simplement parce que le noir et blanc, c'était le début de la photographie et dans le noir et blanc, il y a toute une émotion, il y a, toute une nostalgie, qui fait que de nombreux photographes, font leurs images en noir et blanc et chez Leica, on est très conscient de cet aspect. On a développé le premier appareil photo en format 24-36 en 1914. On a suivi tous les grands photographes du XXe siècle avec des images en noir et blanc qui étaient absolument exceptionnelles. Et de nombreux grands photographes du XXe siècle utilisaient des Leica, comme de nombreux grands photographes du XXIe siècle. Et du coup, on a, je dirais, une passion naturelle pour le noir et blanc chez Leica. Et au niveau des appareils numériques avec des capteurs qui ne font que du noir et blanc, en fait, on a commencé à produire ce genre d'appareil photo en 2012 avec le M9 monochrome. Et on a très tôt senti qu'il pourrait y avoir un intérêt assez fort pour une niche quand même assez importante de consommateurs sur des appareils qui ne feraient que du noir et blanc. On a fait 4 M monochrome depuis le début du monochrome sur les séries M et on vient de sortir le M11 monochrome maintenant en 2023. Si nous avons fait ce type de produit, c'est tout simplement on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir une qualité largement supérieure en noir et blanc en ayant des capteurs dans les appareils photo qui ne fassent que du monochrome. Et on arrive à avoir des images qui sont plus définies, plus piquées, avec toutes les nuances de gris du blanc au noir. Et je pense aujourd'hui qu'on a, entre le Q2 monochrome et le M11 monochrome, des produits qui donnent des images qui sont absolument époustouflantes. Bon, il dit beaucoup de choses, Cyril, beaucoup de pistes de réflexion qu'on va essayer de développer tous les trois. Toi, Jean-Christophe, tu travailles aussi bien en couleur que en noir et blanc. Qu'est-ce qui te fait décider d'aborder un projet, un sujet en noir et blanc plutôt qu'en couleur? Bah, disons que moi, dès ma formation, et on me l'avait reproché à l'époque à l'école de photo, j'ai toujours fait couleur et noir et blanc en même temps. Donc à l'époque, en argentique, ça impliquait d'emporter 2 appareils et 2 systèmes. Et moi, c'était un petit peu, j'ai toujours eu envie de mixer les 2. J'ai jamais compris pourquoi il fallait choisir uniquement l'un ou uniquement l'autre. C'est vrai alors en argentique, vous l'avez dit tout à l'heure, la vraie différence, c'est qu'avant, en photographie, on commençait par le noir et blanc, pas tellement par des raisons esthétiques, mais des raisons pratiques, c'est-à-dire que c'était moins cher, on pouvait le développer, on pouvait le travailler. Et on revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une matière en noir et blanc, en argentique. En couleur, on était assez tributaire de développement automatisé, de tirage. On n'avait pas un choix énorme de papier. Le tirer soi-même, c'était assez compliqué. En couleur, je l'ai fait, hein, le Cibachrome, mais c'était quand même un lourd processus avec des résultats pas toujours exceptionnels si on n'était pas un très très grand tireur. Alors que le noir et blanc avait ce côté bricolage, ce côté pas trop cher et apprentissage de la photo. Et donc moi, c'est vrai qu'au début, j'ai commencé avec les deux parce que d'abord, tout le monde dans une école de photo faisait du noir et blanc et moi, j'étais plutôt intéressé par la couleur au départ. Mais le noir et blanc était un peu un passage obligé et rapidement, j'ai fait les deux. Et après, effectivement, la question se pose, qu'est-ce qu'on photographie en couleur, qu'est-ce qu'on photographie en noir et blanc? Alors d'emblée, pour moi, il n'y a pas de sujet pour le noir et blanc et de sujet pour la couleur.
j'ai fait des stages et tout ça, j'ai toujours lutté contre. Il n'y a pas de raison absolue de dire ça, c'est pour le noir et blanc, ça, c'est la couleur. La pire erreur, à mon sens, c'est de se dire, il n'y a pas de couleur dans le photographe, dans le sujet que je vois, donc je vais le photographier en noir et blanc, ou je vais désaturer maintenant. Donc pour moi, c'est vraiment l'erreur de base. Non, le noir et blanc est une forme d'expression. Souvent, je compare à la musique. On peut jouer du violon et du piano, on peut mixer deux instruments. Voilà. Donc, ces deux instruments, il y a des moments où on sent que le noir et blanc va être plus performant. Après, on développera un peu, je vous dirai pourquoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a aussi l'idée que tout à coup, on se dit, ce sujet, je vais mieux pouvoir l'exprimer en noir et blanc. Et si je prends un exemple, j'ai fait relativement récemment, il y a 2-3 ans, un livre, alors justement avec le Leica monochrome, le premier, le M9, dont on parlait précédemment, à Cuba, à La Havane, parce qu'à La Havane, je trouvais que les couleurs, justement, n'allaient pas dans le sens de ce que je voulais raconter sur La Havane. Je voulais une espèce de mélodie crépusculaire, quelque chose d'un peu mélancolique. C'est ce que je ressentais à La Havane, et j'avais l'impression que les couleurs, même en ne cherchant pas les couleurs extrêmes, donnaient un peu trop de spectaculaire, et les gens voient tout de suite les couleurs, la voiture rouge, les vêtements verts, jaunes, le ciel bleu. Et donc, globalement, quand les gens voyaient mes photos, ils me disaient « Ah oui, de belles couleurs ». Mais c'est pas ça que je voulais raconter. Je voulais raconter un état des lieux, une psychologie, ou du moins ce que je ressentais dans ce pays. Et le noir et blanc m'a permis justement de m'évader de cette première vision et d'entrer dans quelque chose qui me paraissait, entre guillemets, plus en accord avec ce que je voulais raconter. Et le monochrome pour ça a été parfait, puisque je n'ai jamais vu les photos en couleur. Donc, j'ai même pas l'histoire d'un regret de se dire tiens, celle-là, elle peut marcher. Non, c'est radical. C'était du noir et blanc. Je pensais noir et blanc. Je voyais noir et blanc. Et pendant mes 3 derniers voyages à La Havane, je me suis concentré sur le noir et blanc. Et pourtant, là, sous nos yeux, on a différentes planches contact qui sont développées juste au retour de ton séjour récent au Brésil. Et là, il y a de la couleur qui se mêle au noir et blanc, finalement. Tu reviens un petit peu à ce que tu disais lors de ta formation à l'école photo. Oui, parce que là, je ne suis pas sûr j'ai pas spécialement envie de faire c'est sur Rio, en l'occurrence. J'ai plutôt envie de mélanger couleur et noir et blanc sur Rio. Mais là, tu avais 2 appareils différents, du coup. Voilà. C'est-à-dire que sur une même scène, tu pouvais envisager à la fois la couleur et le noir et blanc. Moi, j'ai toujours 2 appareils différents, même en numérique. Si je fais couleur et noir et blanc, je le fais jamais avec le même appareil, parce qu'il y a l'idée d'abord, j'ai toujours 2 ou 3 appareils avec moi. Et ensuite, j'aime bien cette idée de contrainte. C'est un peu peut-être ce qu'on peut dire aussi sur l'idée de ces boîtiers monochromes. C'est-à-dire que je pense que la contrainte libère en photographie, que si on peut tout faire tout le temps, on finit par se noyer. Là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je suis un grand partisan de la théorie de la contrainte. Voilà, mais la contrainte qu'on se donne soi-même, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va t'imposer de faire que du noir et blanc, c'est toi qui te donnes des contraintes. Et si tu te donnes une contrainte d'un seul objectif ou 2, voilà, si tu commences à emporter 12 objectifs, 12 zooms, 7 appareils, tu sais pas si tu veux faire du moyen format, du 24-36, de la chambre, tu te noies et tu fais plus rien, quoi. Là, je prends un exemple extrême, évidemment. Et donc, c'est vrai que la logique du monochrome, c'est ça aussi, c'est d'avoir une espèce de concentration, de ne pas se disperser, parce qu'avec le numérique, on a tendance à très facilement se disperser et se laisser séduire par plein de choses, parce qu'on peut faire beaucoup de photos, on peut tout essayer, clair, foncé, surex, sous-ex. Il y a aussi le côté que c'est gratuit, donc on se laisse plus aller, quoi. Donc, c'est pour ça que ce que tu vois là, en ce moment, là, c'est des planches contact argentiques. C'est vrai qu'en argentique, on va un peu plus se contrôler, parce que derrière, si on revient avec 72 films... il faut payer le développement, et les planches contact et les numérisations quand même, si on numérise après, ou les tirages. Mais pourtant, finalement, les choses, les gens, les objets, les situations et même les paysages, d'un certain point de vue, ils rendent différemment en noir et blanc et en couleur. Il y a une notion un peu subjective, dans certains cas, d'esthétisme exacerbé sur la photographie en noir et blanc. Est-ce que tu serais capable de nous expliquer pourquoi? Alors, oui, en fait, ce qui se passe, à mon avis, alors là, tout ce que je vais dire est très subjectif, mais c'est quand même basé sur un peu 30 ans d'expérience. Le noir et blanc est une matière qu'on peut plus retravailler que la couleur. Et pour moi, par exemple, le noir et blanc, ce qui est fondamental dans le noir et blanc, c'est le ciel. Quand on photographie un paysage, c'est-à-dire qu'un ciel... On n'a qu'à voir les photos de Salgado, les photos même de Willy Ronis ou d'autres. C'est vrai que un ciel gris peut devenir très sombre. Alors, tout à l'heure, tu parlais des nuages, on peut dramatiser. Plus facile. En couleur, on ne peut pas tellement dramatiser un ciel. Un ciel bleu, s'il devient bleu foncé... Tu peux le saturer. Il devient artificiel. Enfin, je veux dire, en noir et blanc, le noir ne vient... voilà. On peut mélanger la photo de nuit et la photo de jour.
en plein soleil, en contre-jour, une photo de nuit en lumière électrique, en noir et blanc, c'est la même ambiance. Enfin, on a une souplesse de travail et donc effectivement une possibilité d'esthétisation. Après, en couleur, je vois énormément d'esthétisation actuellement en poussant les curseurs de saturation, en essayant des traitements aussi. Mais la vraie différence pour moi, pour le noir et blanc, c'est cette capacité, effectivement, notamment sur les ciels. Et moi, bon, après, il y a des comportements individuels, comme toujours dans la photographie. Hein, c'est un acte de création individuelle, entre guillemets, il y a des moments, par exemple, j'aime pas le ciel bleu en couleur. J'ai un vrai problème je trouve que le ciel bleu est une erreur photographique dans beaucoup de cas. C'est la nature, quand même. Si le jour il fait beau, donc pour ça, par exemple, toutes mes photos de montagne, la montagne avec du ciel bleu, pour moi, c'est pas la montagne, quoi. Vraiment, ça me plaît pas. Donc c'est tout bête, quoi. Donc je fais du noir et blanc. En fait, ce qui va souvent me guider à faire du noir et blanc, c'est dès qu'il y a beaucoup de soleil, dès que le ciel est bleu ou avec le contraste, j'ai plus une vision du monde noir et blanc. En revanche, alors souvent, c'est un peu le contraire d'autres personnes, dans des ambiances très douces, avec des lumières un peu, du brouillard ou des choses comme ça. Là, je retrouve une vraie appétence pour la couleur. Voilà, ça peut être le noir et blanc, mais c'est surtout le projet que je mène au bout, quoi. Si j'ai envie de raconter une histoire, et souvent, j'ai envie de raconter une histoire moyenne, à la fois en couleur et en noir et blanc, parce que je trouve que les deux se renforcent et qu'on a deux vocabulaires à notre disposition. Pourquoi se priver de l'un, si on n'a pas envie, quoi. Oui, mais c'est là que le numérique a justement tout son intérêt, c'est que tu peux faire les deux si tu le souhaites. Alors pourquoi se radicaliser ou être snob quelque part en optant que pour un boîtier monochrome? On va y venir. Oui, non, c'est pas... Enfin, moi, je crois que c'est ça le piège du numérique en partie, c'est-à-dire de se dire je fais tout en couleur, puis après je vais en convertir certains en noir et blanc, puis pourquoi pas en tungstène, puis pourquoi pas en couleur violette, mauve, jaune. Tout marche, quoi, en fait. Voilà. Et puis on se noie dans une espèce d'océan de retouches et on regarde les photos à froid et on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait ? On peut trouver sa voie aussi en multipliant les essais. On peut finir par trouver mais moi, je pense que chacun a sa lecture. C'est vrai que dans l'absolu, le numérique facilite les choses. Bon, après, quand on voit les grandes œuvres noir et blanc faites par des gens qui avaient que des films noir et blanc, j'ai pas l'impression qu'ils aient beaucoup souffert. Et quand on voit ces expos, personne se dit « Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas de couleur ». En fait, voilà, c'est un peu aussi la particularité de la photo. C'est-à-dire personne, quand il voit une expo noir et blanc... Oui, il y en a qui ont résisté aux sirènes du numérique. Hein. Salgado a fait toute sa carrière quasiment sur le noir et blanc. Oui, parce qu'il a préféré en argentique et après en numérique, parce que ça correspondait mieux à ce qu'il voulait exprimer, notamment par les tirages, par la dramatisation, et il y a cette souplesse. Après, le fait d'avoir un boîtier noir et blanc, est-ce du snobisme ou de la sagesse, ça je te laisse le choix. Pour moi, Ce sera la question qui tue. Pour moi, c'est la sagesse, c'est-à-dire c'est de se connaître. On est en numérique, souvent je prends cette image juste pour rire, on est devant un buffet monumental où tout est bon. C'est exactement ça, c'est la grande bouffe. Et voilà, et si tu prends de tout, finalement... t'es pas plus heureux parce qu'après t'es malade, t'as pris 30 kilos et t'as du cholestérol. Voilà. Faut savoir se rationner soi. Et du coup, si ton buffet est juste avec un petit buffet noir et blanc et un petit buffet couleur, tu prends juste un peu d'entrée et un peu de dessert et après t'es super heureux. Oui, mais un jour, tu as envie de poisson, le lendemain, tu as envie de légumes. Donc, si tu as tout dans le même appareil, tu as le droit de changer d'appareil. Mais si chaque jour, tu changes complètement tes envies... On arrête les métaphores maraîchères, s'il vous plaît, là. Tu as raison. Non, mais c'est vrai qu'on est dans une forme de plaisir. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas dans une forme de rationalité pure. C'est-à-dire que souvent, c'est pour ça que je compare à des choses autres que la photo. Parce que des fois, on voit la photo comme quelque chose d'excessivement... Il faudrait qu'il y ait une raison absolue de faire du noir et blanc, une raison absolue de faire ça. Non, il y a une forme de plaisir et de se dire tout à coup, tiens, j'ai envie d'exprimer ça comme ça. Après, je comprends que des gens fassent de la couleur et passent en noir et blanc. Ça me gêne pas. Je pense, dans tous mes stages où je travaille là-dessus, je dis à tout le monde, essayez de penser noir et blanc parce que sur le terrain, on y reviendra peut-être, on ne fait pas tout à fait les mêmes photos quand on pense noir et blanc et quand on pense couleur. Et alors, tu parles de la transition couleur au noir et blanc, mais il y a une espèce de tendance depuis quelques années et un mouvement même, si on remonte encore plus, qui est de la colorisation. Finalement, alors on voit par exemple des films historiques qui sont proposés recolorisés. Il y a eu un grand mouvement de colorisation à la main de tirage noir et blanc. Est-ce que tu crois, par exemple, que si Cartier-Bresson avait eu accès à la péloche couleur facilement, il aurait préféré la couleur au noir et blanc? Voilà, bon, je ne peux pas répondre à sa place. Deux, son point de vue sur la couleur était très simple. À l'époque, les couleurs, il n'y avait pas une gamme de couleurs énorme. Les films n'étaient pas très sensibles. Moi, j'en ai parlé avec Sabine Weiss. Elle faisait des photos de rue avec des films 12 ISO, donc en couleur. Donc, ça change quand même la donnée, quoi. Maintenant, de toute
Tout à l'heure, tu disais 100 000, mais sans aller jusque-là, faire des photos par 3200 ISO ou à 6004 ou à 12 ISO, ça ne demande pas la même dextérité. Donc, la couleur était très restrictive et les possibilités de tirage très faibles. Donc, on obtenait très cher. Très cher, mais surtout très faible. On n'obtenait pas les couleurs qu'on voulait, quoi. Par exemple, c'est pour ça que quelqu'un comme Bernard Plossu a fait tous ses tirages couleurs en fresson, qui était un autre procédé assez onéreux aussi, mais parce que sinon, on passait par des tirages très, très normalisés, qui étaient un peu antinomiques avec une idée artistique, voilà, à part peut-être le Cibachrome ou quelques tirages RA4 exceptionnels. Donc, en fait, en couleur, on était un petit peu plus... on pouvait moins s'exprimer. Après, coloriser, c'était à la fois une tradition dans certains pays, parce qu'il y avait pas de... Parce que naturellement, les gens préfèrent, pour une photo, la couleur, c'est considéré comme mieux. Mais rétrospectivement, ce n'est pas forcément le cas. Une expo noir et blanc fera souvent plus d'entrées qu'une expo couleur. Ça arrive dans les histoires. Et ce qui est amusant aussi, ce statut du noir et blanc qui m'a toujours amusé, c'est que si tu prends les marques de luxe, de mode ou autres, quand elles veulent faire passer un message de haut de gamme, Elles s'emparent du noir et elles blanc. s'emparent du noir et blanc. C'est pas ringard dans ce cas-là. Quand vous voyez un top modèle en noir et blanc dans une scène, Peter Lindbergh, Karl Lagerfeld ou d'autres, quand on a vu les photos noir et blanc, personne ne dit « Ah, c'est des ringards, ils font en noir et blanc ». On n'a pas cette notion-là. On se dit « Ah ouais, non, c'est vachement bien ». Donc, en fait, ce statut de noir et blanc est assez ambigu parce qu'il est à la fois très haut de gamme, à la fois un peu nostalgique, à la fois... Et pour finir sur ce que tu disais tout à l'heure, moi, c'est vrai qu'au passage au numérique, je me suis dit peut-être que le noir et blanc va un peu disparaître parce que c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, en argentique, c'était le passage obligé. On était obligés de tous... vous êtes plus jeunes que moi, mais quand même, vous avez connu le passage par le noir et blanc. C'était inévitable. Donc, tout le monde commençait un peu par le noir et blanc. C'était difficile de faire l'impasse sur le noir et blanc si on voulait être photographe. Avec le numérique, c'est l'inverse. Le plus facile, c'est la couleur. Enfin, naturellement, on a de la couleur, on a des fichiers RVB, et le noir et blanc demande un effort supplémentaire. On n'a qu'à voir... Vous avez connu certains magazines photos qui expliquaient à longueur de page comment convertir des fichiers couleur en noir et blanc avec des recherches extrêmement complexes, alors que c'était assez simple dans certains cas, si on voulait, mais c'était quand même quelque chose qui demandait plus de travail. Donc on pouvait penser que le noir et blanc disparaîtrait, que les jeunes n'auraient pas envie de faire du noir et blanc parce que c'était plus compliqué et parce que le numérique donnait une image couleur tout à fait avec autant de nuances que le noir et blanc et bien plus que toutes les photos couleurs qu'on pouvait avoir à l'époque de Cartier-Bresson. Eh bien non, malgré ça, le noir et blanc est revenu en force et s'est imposé, entre guillemets, est revenu par la petite porte au point de ces boîtiers monochromes et que maintenant on voit beaucoup de dossiers de photographes qui ont moins de 30 ans qui font du noir et blanc. Non, mais c'est ça qui est drôle quand même, c'est cette tendance maintenant qu'ont certains constructeurs à proposer des boîtiers entièrement monochromes. Donc non seulement il n'a pas disparu, mais il est presque tendance, quoi, le noir et blanc. Oui, mais pour le dire un peu crûment, c'est bien d'écouter aussi le goût des photographes. Par exemple, on n'a toujours pas de boîtier en numérique qui photographie en carré d'office. Alors que moi, quand je suis à des jurys de concours, il y a Ou une sorte de X-Pan panneau. Panneaux, voilà, Ouais. qui sont... Parce que, évidemment, on peut tout faire. On peut recadrer, on peut faire des photos rondes si on veut. Mais c'est vrai que c'est pas pareil. c'est pas tout à fait pareil parce qu'on a une contrainte du carré qu'on se donne et on fait que ça. C'est ce qu'on aimait quand on prenait un 6.6. Alors, remarque, c'est pas tout à fait exact, puisqu'après l'émission qu'on a fait la semaine dernière sur la photographie instantanée, il existe des instantanés qui permettent de faire du carré d'office. Voilà. Il y a une exception. Voilà, il y a une exception. Non, il y a quelques exceptions. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait aussi, c'est bien d'être à l'écoute de gens qui ont envie. Moi, je ne connais pas le marché exactement, mais si ces boîtiers existent, si maintenant Pentax vient sur ce créneau, c'est qu'on pense qu'il y a un avenir dans cette voie du noir et blanc. Et personnellement, je m'en félicite parce que plus il y a de boîtiers différents, moi, ce que j'ai toujours peur, c'est que tout le monde utilise le même appareil, le même réflexe avec le même zoom de base. Ça a toujours été entre guillemets, mon petit combat personnel de dire aux gens, non, mais arrêtez d'acheter la même chose tous, quoi. On est tous différents. On est grand, on est petit, on n'a pas la même vue, on n'a pas la même taille des doigts. Enfin, choisissez un appareil qui vous va bien, avec lequel vous êtes heureux et qu'on ait des fois un viseur à gauche, des fois à droite, etc. Voilà, ça manque un peu de variété. Je trouve que beaucoup se copient et que là, avec le noir et blanc, on a un autre choix radical en complément. Tu veux dire qu'il y a trop d'iPhone sur la planète? Ça, je crois que tout le monde est d'accord. Bon, du coup, on va en parler de ces boîtiers monochromes. Donc, on l'a évoqué, voilà, certains constructeurs d'appareils photo prennent le noir et blanc très au sérieux. C'est le cas de Leica, on l'a entendu, qui a été le premier à lancer un boîtier M numérique monochrome. Et puis, plus récemment, à la surprise générale en plus, Pentax qui a décidé de décliner l'un de ses réflexes en version monochrome. Et on vous propose d'écouter Yazid Belmadi de Ricoh Imaging Europe nous parler de ce nouvel appareil.
Pourquoi nous avons décidé de lancer une version noir et blanc? Pour 2 raisons. La première, elle est d'ordre stratégique parce que nous voulions donc, dans un premier temps, explorer puis occuper un pan du marché de la photographie où peu de concurrents donc étaient présents, à savoir donc la photographie noir et blanc. La deuxième raison, elle est liée directement à la demande croissante de nombreux consommateurs pour ce type de prise de vue. Ce qui le différencie d'un modèle couleur, c'est tout simplement qu'il est dépourvu de filtre Bayer. Donc, ce qui enlève une étape supplémentaire, celle du dématrissage, qui est nécessaire donc dans les versions couleur. En supprimant ce filtre de Bayer, forcément, on augmente la résolution et au final, la qualité intrinsèque de l'image. Et le retour que l'on a eu par le biais de nos revendeurs, c'est que la totalité des consommateurs qui ont eu la chance de recevoir sont très impressionnés par la qualité d'image, et notamment dans 2 domaines, donc dans les hautes sensibilités et notamment donc dans la dynamique de l'image. Nous avons une demande de précommande largement supérieure à la quantité disponible. Mais 70% des précommandes, donc des appareils qui ont été commandés par nos revendeurs, sont destinés à des photographes ne possédant pas de Pentax. Donc les premiers commandés seront les premiers servis, bien sûr. Alors il faut aussi garder en tête que c'est pas un produit de masse, donc forcément la production est à l'image d'un produit de niche. Mais en tout cas, il y a un délai d'attente, c'est sûr. Alors, Jean-Christophe, quand on utilise un boîtier monochrome, est-ce qu'on essaye de penser finalement son cadre et sa photographie en noir et blanc? Dans le cadre de l'utilisation d'un Leica M ou de ce nouveau Pentax, on a des viseurs optiques, donc on voit son cadre en couleur, mais si on pouvait supputer un jour peut-être un hybride monochrome ou le Q2 monochrome, on a la visée en noir et blanc. Comment ça se passe dans la tête du photographe quand il photographie en noir et blanc? Eh bien, comme avant, avec du film, vois-tu. Parce qu'avant, on mettait un film noir et blanc et on voyait dans le viseur en couleur et personne n'était perturbé par ça. Donc peut-être, moi, ça ne me perturbe pas parce que j'ai connu ça pendant mes 25 ou 30 premières années, je continue à l'utiliser. Après, même sur ces boîtiers-là, on peut mettre en visualisation arrière, en live view, en noir et blanc, si on veut avoir un contrôle. Mais là aussi, il faut arrêter chaque fois qu'on voit une photo de la contrôler. On ne peut pas être constamment dans la vision et dans le contrôle. Faites des photos et regardez-les le lendemain, 15 jours après. On n'est pas tout le temps en train de se surveiller. Voilà, parce qu'il faut un peu se donner une Non, mais part la de liberté. prévisualiser, c'est quand même un atout. Non. C'est-à-dire, moi, je trouve que Je trouve pas. sur un hybride, de pouvoir voir ce que tu obtiens. De voir ce qu'on obtient, quand moi je le fais avec des appareils compacts, notamment de la même marque. Le GR, par exemple. Voilà, parce que bon... Ricoh fait un GR monochrome, d'ailleurs. Voilà. Il se trouve que moi, j'utilise 2 marques quasiment exclusivement désormais. C'est Ricoh Pentax et Leica. Donc, je suis content de me retrouver dans cette famille. C'est un peu le hasard. Mais c'est vrai que pour moi, c'est 2 marques qui ont assez bien compris, mais historiquement, même Pentax, les besoins des photographes et qui se sont un peu focalisés sur ça. Le moyen format Pentax, le premier 645, je continue à penser que c'est le meilleur appareil que j'ai eu en qualité d'image. Pour moi, je continue à être nostalgique du CCD plutôt que du CMOS. Voilà. Donc, mais il y a cette idée que, effectivement, on n'est pas obligé de contrôler tout ce qu'on voit. C'est l'argentique aussi, le plaisir de découvrir une planche contact, de voir après. Parce que voilà, puis si la photo est ratée, c'est pas non plus un drame absolu. Donc c'est vrai qu'on n'est pas obligé. Le noir et blanc permet aussi une grande souplesse. J'ai dit tout à l'heure de post-traitement, voilà. Et surtout que moi, j'incite beaucoup les gens à ne pas suivre les indications de l'appareil, c'est-à-dire à surtout pas essayer de bien exposer, à surtout pas essayer de prendre des risques, C'est tout l'intérêt aussi du numérique, de faire sortir une image. Pour le coup, c'est ce que ça permet aussi. Oui, voilà. Mais finalement, on trouve plus d'avantages au numérique. Non, parce que c'est pas la même forme. Moi, je trouve pas plus d'avantages au numérique, je trouve plus de facilité. Est-ce que la facilité est un avantage? Ça, c'est un autre débat philosophique. En tout cas, c'est moins cher. C'est moins cher. Mais c'est vrai que quand on est dans une logique noir et blanc, par exemple, l'argentique, c'est vrai théoriquement, il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire faire du tirage argentique, et peu de gens peuvent le faire, quoi. Donc, moi, j'ai toujours mon labo argentique, donc je continue à être un des derniers à le faire.
En numérique, on a surtout une gamme de tirages absolument extraordinaire. On en parlera peut-être après. C'est ça qui va donner du sens au noir et blanc. C'est-à-dire que le noir et blanc, c'est pas une prise de vue unique. C'est tout un processus qui va mener jusqu'au tirage avec les encres grises, voire avec la piezo sur des papiers assez incroyables. Non, ce qu'on peut peut-être dire, ou peut-être pour les plus jeunes générations qui n'ont pas cette éducation, peut-être au regard noir et blanc argentique, c'est aussi de consulter des ouvrages et de s'inspirer. On prend Valparaiso de la Reine, Valparaiso qui est sur la côte chilienne, une ville très très colorée quand on y va, qu'il a sublimé en noir et blanc exclusivement. On peut évidemment consulter tous les ouvrages de Salgado, on peut regarder Les Gitans de Koudelka, ou des ouvrages comme ça qui aident à percevoir le monde en noir et blanc quand on ne le voit qu'en couleur au travers de son visée, de la visée réflexe. Ouais. C'est une décision personnelle en fait. Si on a envie de faire du noir et blanc, personne ne vous dira non, vous auriez dû le faire en couleur si c'est bon. Et pareil en couleur, moi je ne suis pas du tout contre la couleur puisque je fais même plus de couleur que de noir et blanc, peut-être en quantité. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut éviter de voir le noir et blanc comme entre guillemets, une couleur désaturée. C'est surtout pas ça. Et le numérique, si on fait tout en couleur, on a un peu tendance à se dire, tiens, cette photo marche pas en couleur, je vais l'essayer en noir et blanc. C'est humain, enfin, je veux dire, on a tous fait ça. C'est pas la bonne façon de faire, parce qu'encore une fois, je pense qu'à la prise de vue, si on pense noir et blanc, on va peut-être être attentif, en tout cas moi, à des choses différentes de la couleur. Un rouge et un vert, s'ils ont la même densité, ne vont pas se différencier en noir et blanc. C'est vrai qu'il y a cette facilité, là pour le coup, de faire un RAW en complément d'un JPEG noir et blanc, en se disant si le JPEG noir et blanc ne me plaît pas, j'aurai toujours mon RAW couleur. Oui, mais alors je le fais, il faut être honnête aussi. L'intérêt de la théorie de la contrainte et d'opter pour les grands fans du noir et blanc sur un boîtier monochrome. Et ces boîtiers monochromes, ces capteurs débayerisés, ils apportent quand même aussi deux avantages indéniables en termes de qualité d'image. Le premier, c'est sur la dynamique de capture, évidemment. Et le second, c'est sur la résolution et la restitution des détails, puisqu'on enlève un filtre, finalement, qui est positionné devant. Par contre, c'est pas des boîtiers qui sont ultra bon marché. Je vais vous donner quelques prix. Un Leica M11 monochrome, c'est 9 450 € nu. Un Q2 monochrome, c'est 5 700 €. Donc ça, c'est un compact. Il y a l'optique avec. Pour le coup, là, le nouveau Pentax K33 monochrome, il est très agressif en termes de prix puisqu'il est proposé à 2 499 €, ce qui reste quand même 500 balles plus cher que la version du réflexe en couleur. Oui, puis c'est un capteur APS-C. Les deux autres sont des capteurs 24-36. Et c'est un capteur APS-C. Mais quand même, tu vois, on se dit un nouveau réflexe en 2023. Benjamin, toi, tu as pu un peu le prendre en main, ce K33, que ce soit en couleur ou en monochrome. Ça tient encore la route, un réflexe en 2023 ? Pourquoi ça ne tiendrait pas la route ? Il y a des voitures qui datent de certaines années, qui roulent encore. Non, les gens qui ont des optiques Pentax, évidemment, se réjouiront qu'un tel boîtier sorte. Alors, la question serait plutôt, est-ce qu'un tel système a de l'avenir ? Bon, la tendance semblerait plutôt dire le contraire, que l'avenir est plutôt à l'hybride, etc. Mais pour l'instant, il y a bel et bien un présent. Et comme le disait Yazid dans son témoignage, apparemment, ça peut même attirer, si on en croit ces mots, des gens qui ne sont pour l'instant pas possesseurs de matériel Pentax. Donc c'est une proposition, en tout cas, celle d'un boîtier uniquement doté d'un capteur noir et blanc, qui semble répondre à des attentes. Donc ça, c'est intéressant. Et oui, évidemment, c'est un présent. Les réflexes Pentax sont des valeurs sûres, sont très bien construits. Souvent, d'ailleurs, c'est des boîtiers protégés contre les intempéries, avec des commandes positionnées au bon endroit, une belle ergonomie, un viseur tout à fait correct. Donc, un réflexe aujourd'hui peut toujours avoir du sens, même si ça reste un marché de niche. Pourquoi, à votre avis, les autres constructeurs, Canon, Nikon, Sony, Lumix, ils proposent pas une version monochrome d'un de leurs boîtiers ? Moi, je verrais bien un Sony A7 IV monochrome ou un Canon EOS R6 monochrome. Enfin, ce serait cool, quoi. Ça serait différenciant. Écoute, moi, je ne peux pas répondre, évidemment. Ce que je pense, c'est qu'une marque comme Pentax, bon, c'est pas un secret, est une marque quand même
assez marginal maintenant dans la photo. Et moi, je suis assez convaincu que ce genre de marque doit se différencier. Ça ne sert à rien d'aller concurrencer Canon et Il faut faire Nikon des pas de côté. et d'autres sur leur terrain. Et c'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est que j'ai plutôt envie d'aller chercher. Tout à l'heure, je crois qu'on doit parler d'un autre boîtier aussi extrêmement spécifique. Voilà, moi, j'aime bien les pas de côté. J'aime bien que ces marques aillent chercher autre chose. Le Ricoh GR3 a fait un pas de côté, je crois, excessivement réussi. Quand Fuji avait lancé le X100, je me souviens très bien, j'étais là, c'était considéré comme un risque énorme. Ça a peut-être sauvé la marque, finalement, la gamme X. Donc, des fois, des pas de côté se révèlent être, voilà, et des pas essentiels. Quant au fait que ça soit démodé, alors je ne sais pas quel est votre feedback et tout. Moi, je rencontre beaucoup de gens dans mes stages ou dans des conférences. Les moins de 40 ans, je mets cette barrière un peu arbitraire, 35-40 ans, la majorité, maintenant, sont en argentique dans mes stages. La majorité veulent faire de l'argentique. Ah bah, l'engouement des jeunes pour l'argentique. Tous ceux qui n'ont pas connu, tous ceux qui ont connu l'argentique avant sont en numérique, les plus de 40 ans, et tous les autres ont envie de faire. Alors après, ils scannent, tout ça, mais c'est étonnant. Donc c'est vrai qu'actuellement, un boîtier argentique, un Nikon FM2, un Yashica T5, un Ricoh GR argentique se vendent tout de suite d'occasion à un bon prix, un Bessa, tout ça. Donc, on peut imaginer que ces boîtiers Pentax, avec la gamme d'optiques qu'on va trouver à des prix excessivement faibles, de très bons objectifs pas Des chers. focal fixes limited qui sont de très, très Par belle exemple, facture. qui étaient un peu plus chers, mais même on peut prendre un 50, un 7 de la grande époque, enfin, voilà, ou d'autres qui sont très qualitatifs. On arrive à un équipement qui n'est pas beaucoup plus cher, finalement, même si le boîtier est 500 € plus cher, on peut le combiner. L'idée, c'était Sony qui avait lancé ça, un peu des greffes avec des appareils au départ, mettre des objectifs Leica sur leur boîtier, tout ça. Et moi, je crois que ça fait partie du plaisir de la photo, de se construire un peu son appareil, de faire un pas de côté, d'aller chercher quelque chose et pas de tous être sur la même autoroute de l'image. Après, pour des grandes marques, c'est sans doute plus difficile de diversifier leur offre avec des positionnements de niche. C'est comme dans l'industrie, il y a des choses comme ça. Il y a les marques, on doit dire mainstream, qui proposent ça, et puis d'autres qui essayent de trouver leur espace. Mais sur le même thème, tu vois, j'ai entendu ta news tout à l'heure, ça m'a amusé parce que ça fait des années que je défends les objectifs pancake contre tous les techniciens qui, c'est vrai, qui sont un peu moins bons. Ils sont un peu moins bons que les autres, mais j'ai toujours aimé, j'ai toujours trouvé étonnant que certaines marques d'objectifs, entre guillemets, outsiders au départ, notamment Tamron avec qui j'ai pas mal travaillé, je leur ai dit, mais faites du pancake, il n'y en a pas chez Nikon par exemple. Moi, j'ai acheté un Voigtlander pour mon Nikon parce qu'il n'y avait pas d'objectif le 40, pancake. Oui, J'ai le Voigtlander, c'est un 45. formidable 40 f2 par exemple, enfin, il y en a Voilà. d'autres. Samyang en fait beaucoup. Moi, j'ai le 45 Nikon qu'ils avaient sorti à l'époque en mise au point manuel, mais il n'y en a pas. Donc, voyez où il n'y en a pas et sortez ça parce qu'il y aura un public, pas énorme, mais un public qui aura ça, alors que ressortir un 28-70 2.8 qui existe déjà, c'est très bien, mais c'est vrai qu'il y a cette idée aussi d'offrir des possibilités alternatives, parce que moi, souvent, je suis dépourvu quand je dois conseiller des gens pour des objectifs pas trop chers. Parce qu'une des vraies motivations des gens, maintenant, c'est des appareils pas trop lourds, pas trop chers quand même. Et qui ne sont pas des smartphones. Et qui ne sont pas des smartphones. Alors que c'est vrai que sur les hybrides, on est quand même parti sur des objectifs de plus en plus lourds et de plus en plus chers, globalement. Si je vois les objectifs actuels, moi, je compare un 50 d'origine entre guillemets argentique d'avant, un 51.8 et même un 51.4, il est 2 à 3 fois plus petit que l'équivalent actuel. Oui, puis les pancakes, pour finir là-dessus, sont finalement à peine plus gros que des bouchons de monture. Absolument, Donc absolument. Et le succès, pour moi, j'ai toujours défendu les 40 chez Canon, 24 et 40 pancakes. Je suis content de voir qu'ils continuent et je pense que là, il y a des marges de possibilités avec d'autres objectifs et je pense que c'est particulièrement adapté à des boîtiers monochromes, justement dans cette logique assez radicale, une seule focale et un seul rendu d'image. Et encore une fois, le boîtier monochrome, ça ne veut pas dire parce qu'on en a un qu'on n'utilise que celui-là. On peut tout à fait avoir un autre... c'est peut-être du luxe, mais c'est vrai qu'on a le droit d'avoir 2 boîtiers. Les boîtiers, notamment Leica, on les achète quand même pour une vie, quoi. Moi, j'utilise toujours mon... On les achète quand même rarement par 2. Hein, parce que, non, mais pas de Leica. Mais moi, j'ai mon M6 que j'ai acheté en 1990, qui marche toujours, que j'utilise toujours. Pour rire, je dis quand même, c'est l'appareil qui m'a coûté le moins cher de toute ma carrière. Ouais. Alors, bon, on a parlé des boîtiers monochromes, donc le nouveau Pentax K33 monochrome et les 2 modèles Leica, mais il y a un autre constructeur français de surcroît qui s'intéresse de près au noir et blanc et qui aborde le sujet avec un angle différent. Il s'agit de Pixi et on vous propose d'écouter son fondateur, David Barth, nous expliquer sa propre vision
de la photographie noir et blanc numérique. Donc l'appareil Pixie a une particularité, c'est que on propose un mode de prise d'image monochrome, autrement dit noir et blanc. Et donc contrairement aux autres appareils du marché qui proposent une photographie noir et blanc avec un capteur dépourvu de matrice de Bayer, on a fait le choix de rester sur notre capteur d'image standard, et de proposer un mode monochrome en fait qui permet d'extraire l'information de luminance qui est issue de notre capteur. Ce qui est généralement frustrant sur un appareil, on va dire standard, c'est de se retrouver avec une image qui généralement est déjà interprétée. C'est-à-dire, c'est un JPEG, c'est une interprétation de la photographie noir et blanc, et en fait, il y a très peu de latitude pour faire du développement, autrement dit de la retouche d'image. Et donc, le principe de ce qu'on a mis dans Pixie, c'est de donner en fait toute la dynamique du capteur directement dans le fichier RAW monochrome qui est produit. En fait, tous les capteurs d'image nativement finalement sont des capteurs monochromes. Et donc, ils sont simplement, pour la plupart, tous revêtus d'un système de filtre de Bayer qui va interagir avec la lumière qui arrive au niveau du pixel. Donc, le principe de notre procédé, c'est en fait de déduire l'information de la quantité de lumière qui est tombée sur le capteur en l'absence de ce filtre de Bayer. Donc, c'est un processus de recalcul en fait de l'information d'image et donc qui est réalisé effectivement directement en sortie de capteur par une opération logicielle dans notre système. Nous, on va délivrer en fait un fichier RAW 12 ou 16 bits, donc en un seul plan de couleur, si on peut dire, c'est-à-dire un plan de gris en fait, et qui correspond directement à ce qu'un capteur monochrome de l'industrie va produire dans ce cas de figure. Voilà, et l'avantage évidemment, c'est que finalement, au lieu d'avoir besoin de deux appareils à transporter, à utiliser et à acquérir, on se retrouve avec un appareil unique qui est capable de faire le meilleur finalement des deux mondes. Bon, c'est assez malin finalement comme approche, ce qui propose chez Pixie. Alors sur le papier, c'est évidemment mieux que les modes noir et blanc intégrés dans tous les appareils photo numériques couleur, mais ça reste quand même moins bien qu'un boîtier 100% monochrome, notamment au niveau de la résolution de l'image, puisque même si en gros on fait le calcul inverse d'un dématrissage couleur, on a quand même ce filtre de Bayer qui vient un peu altérer objectivement la résolution de l'image. En tout cas, le Pixie il permet de sortir des fichiers RAW mono DNG en 12, 14 ou même 16 bits, ce qui sous-entend de belles perspectives en termes de post-production. Et puis les RAW et DNG, qui on le rappelle, peuvent être dématricés, développés avec n'importe quel logiciel, puisque c'est des formats universels qu'on ne trouve pas suffisamment. Par contre, Ricoh et Leica, à nouveau, eux, génèrent des RAW DNG. Ça, c'est plutôt un bon point aussi. Voilà, on les retrouve dans la même On retrouve barque. tes chouchous. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que c'est aussi pratique quand on a deux marques que les deux utilisent le même type de RAW, quoi, parce que c'est quand même une facilité de travail. Parce que bon, je travaille aussi en Nikon par ailleurs, bon, mais c'est vrai qu'après, il faut aller chercher le nef, il faut... Ouais, les RAW propriétaires, il faut mettre à jour les logiciels, il faut parfois repayer une licence. Voilà, mais après, c'est à chacun de trouver entre guillemets, sa cuisine, quoi, parce qu'effectivement, il y a de la pure technique pour certains qui en ont besoin. Et puis pour d'autres, il y a une sensation de restitution. Parce qu'un des avantages aussi du noir et blanc, à mon avis, dans certains cas, c'est que le noir et blanc se marie bien avec une forme de bruit aussi dans l'image. Bien sûr, notamment avec la haute sensibilité. Le bruit se transforme en grain, du coup ça change tout. Exactement. Et donc c'est vrai que moi j'avais fait des tests comme ça en montrant à des gens un peu techniciens des tirages. Et ma question était simple, lequel vous préférez en noir et blanc, en montrant différents types de tirages, tout ça. Et globalement, souvent, c'était la photo à 3200, voire 6400 ISO qui l'emportait, beaucoup plus que la photo à 200 ISO, entre guillemets, qui était la sensibilité nominale du capteur. Donc, et c'est quand même ça le juge de paix pour moi à la fin, c'est qu'on aime la photo sur le papier. À la fin, le but, c'est pas d'aimer une courbe. En tout cas, pour moi, j'aime assez peu les courbes et j'aime beaucoup les photos sur papier. Bon, alors pour terminer, on va parler un tout petit peu de post-production en noir et blanc.
Pour de nombreux photographes, ceux qui n'ont pas la chance, encore peut-être, d'avoir un boîtier monochrome, le passage en noir et blanc se fait donc après la prise de vue sur un ordinateur. Alors, il y a une multitude de solutions et méthodes pour effectuer cette transition. Et certains éditeurs de logiciels, comme le français, une fois de plus, Cocorico DxO, proposent même des outils de simulation de films argentiques en noir et blanc. On écoute Fabrizio, le product owner de DxO Filmpack, nous expliquer comment ils ont réussi à modéliser le rendu de tous ces films légendaires. Donc effectivement, nous, on offre des simulations de films noir et blanc, et notamment des films un peu historiques et iconiques du noir et blanc, dans un produit qui s'appelle DxO Filmpack, qui a été la première fois introduit sur le marché en décembre 2006, et en fait qui a bénéficié on avait encore des pellicules qu'on avait essayé de sourcer autour du monde, de films qu'on tenait absolument à simuler. Ces films-là, ils ont été donc, on a shooté des mires, différents types de mires, différents types de chartes, de grilles, etc. Pour pouvoir ensuite les scanner. Donc ça a été scanné à l'époque avec un scanner Hasselblad, un Imacon FlexTight pour les FANA, donc qui permettait d'avoir une profondeur d'échantillonnage en 16 bits, donc vraiment très très fine, et qui pouvait monter jusqu'à 50 mégapixels de définition. Et en gros, on a scanné ces films pour faire des balayages de régions uniformes et pour déterminer en fait le grain naturel des films afin de les modéliser pour pouvoir justement ensuite les restituer. Et tant au niveau du grain que de la réponse au niveau de la lumière du film, donc la réponse tonale vis-à-vis des couleurs et comment c'était restitué en noir et blanc. Donc tout ça a été étalonné et restitué au plus proche dans ce software. Et donc, on a comme ça étalonné un bon nombre de films. On a plus de 80 films, donc autant couleur que noir et blanc, en cumul. Et on va être capable justement de retrouver des Ilford Pan, des FOMA, de la Trix, etc. Et d'avoir une restitution la plus fidèle possible. Alors évidemment, il n'y a pas que DxO qui propose ce genre de solution. On parlait de Fujifilm tout à l'heure. Ils l'intègrent même directement dans les boîtiers, la possibilité de simuler le rendu de certains films argentiques. Jean-Christophe, finalement, quand on fait du noir et blanc, on a consciemment ou inconsciemment envie de retrouver des sensations de rendu argentique, et même en post-production. Ben là, non. Ah, Pour moi, pas du tout, parce que si je veux retrouver du rendu argentique, je fais de l'argentique. ouais, mais bon. Donc, non, mais je veux dire, à un moment, il ne faut pas toujours vouloir être dans la nostalgie de quelque chose. Trouver son propre rendu, parce que tu disais aussi tout à l'heure, on n'est pas obligé d'avoir un monochrome. Moi, j'utilise un appareil qui n'est pas monochrome, qui a un mode noir et blanc assez contraste. Je fais RAW plus JPEG, et quand je regarde pas beaucoup mes RAW, je regarde mes JPEG, ils sont en noir et blanc en direct. Donc la photo, je l'ai jamais vraiment vue en couleur, puisque sur l'écran arrière, je l'ai vue en noir et blanc, je l'ai photographiée en noir et blanc. J'ai un backup en RAW qui peut être en couleur si vraiment j'ai une forme de regret ou une sorte de négatif couleur, mais que je vais assez rarement regarder, voire jamais. Donc en fait, je travaille un peu comme avec un monochrome, avec un boîtier. Je suis comme toi, mais j'ai un GR3 qui est uniquement programmé en noir et blanc. Moi, c'est le GR3 aussi, avec un mode high contrast. Voilà. Et j'aime beaucoup ça. Donc, c'est vrai qu'on peut aussi faire du pur monochrome, entre guillemets, avec un boîtier qui n'est pas tout à fait monochrome et qui n'aura pas exactement la même dynamique et la même qualité de rendu. Mais tu la sens vraiment, la différence de dynamique, quand tu prends un monochrome, par exemple, et tu regardes ton DNG monochrome, tu vois une différence de dynamique, d'interprétation des niveaux de gris par rapport à un DNG d'un appareil numérique. Ouais, si tu veux, ce que je regarde, c'est des tirages, toujours. Donc après, si j'arrive à obtenir ce que je veux avec un tirage, je suis content. Parce qu'en fait, le fichier, moi, je suis quelqu'un qui aime les noirs bouchés. Donc, par exemple, c'est vrai que... Oui, contraste très fort. Voilà, c'est très dur de revenir en arrière, par contre, voilà. Toi, tu fais ça. Oui, mais moi, je veux pas revenir en arrière, je veux des noirs, entre guillemets, c'est mon goût. Donc, radical, si tu veux, j'ai pas besoin d'une grande latitude, ce qu'on appelait en argentique, une grande latitude de pose, d'avoir des détails dans les ombres, je n'en veux pas. J'aime que le noir soit à 100% noir, et dans mes tirages, je mets toujours 100% de noir dans une zone. C'est une règle de mes tirages, en couleur aussi d'ailleurs. Donc voilà, donc moi, j'ai pas besoin d'une grande dynamique. Donc en revanche, quelqu'un qui aime des tirages très doux, entre guillemets, à la Cartier-Bresson. Moi, tous les tirages de Cartier-Bresson, je les trouve trop doux d'une certaine façon, mais c'est son style, j'aime ses photos, donc je l'accepte.
Je suis plus Mario Giacomelli, où là, c'est charbonneux et c'est tout ça, et je trouve ça sublime. Du Moriyama. Et donc, Moriyama, ils vont pas avoir besoin d'une grande dynamique. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est de voir ce dont vous avez besoin. Je crois les techniciens, et je crois aussi que moi, le monochrome Leica, le premier, m'a beaucoup apporté dans la fabrication du noir et blanc. Je pense que j'aurais pas fait les mêmes photos avec un autre appareil parce que je me suis trouvé en adéquation avec ce sujet et cet appareil. De le dire techniquement, si vraiment j'aurais pas pu faire la même chose avec un autre, c'est difficile parce que derrière, il y a quand même tout un processus qui aboutit au tirage. Sur quel papier? Un papier mat ou un papier barité, ça va changer la donnée. Une impression piezo, une impression encre, entre guillemets, Epson ou Canon, ça va changer. Donc, on a beaucoup d'étapes intermédiaires. Donc, ça, à mon avis, il ne faut pas trop se focaliser sur la sortie de capteur. Si derrière, c'est aussi important de rester sur le même niveau d'exigence. Si c'est après pour le faire tirer sur Internet rapidement sur un papier argentique, ça ne sert à rien de faire tout ça. Donc voilà, donc il y a tout un processus. Néanmoins, je pense que les papiers monochromes, c'est plus dans la tête du photographe que ça apporte quelque chose que techniquement. En tout cas, pour moi, c'est plus dans la concentration, dans l'idée qu'on ne dévie pas, qu'on est comme avant, en quelque sorte. Voilà. Quitte à retrouver entre guillemets, la nostalgie du grain argentique. Bon, écoute, que des gens aient envie de se compliquer la vie pour retrouver le grain du FOMA, j'en suis ravi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on n'était pas spécialement fanatique voilà, la Trix Non, mais avait pas forcément, cette matière. mais comme on disait tout à l'heure, ça peut être à un moment un fichier couleur raté ou trop, qui comporte trop de bruit qu'on va pouvoir finalement réinterpréter, faire prendre un virage noir et blanc en post-production et le transformer en Trix, par exemple. Mais pourquoi le transformer en Trix, le transformer en... Moi, je pense que le numérique doit avoir son identité et l'argentique son identité. Et le but, c'est pas que le numérique ressemble à l'argentique quand il passe en noir et blanc. Certainement pas. Et donc, dans mon livre, justement, j'ai une discussion avec un galeriste qui, lui, va même plus loin. Il pense que même la photo numérique, une espèce ne devrait même pas être imprimée, en fait. Et il devrait être que sur écran, puisqu'elle est faite pour l'écran. Donc, évidemment, c'est un point de vue que je ne partage pas du tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ces deux technologies qui ont des natures différentes. Le numérique a permis des tirages qu'on ne pouvait pas faire en argentique. Les papiers mat, comme ça, n'existaient pas. Donc, on a une autre matière. Pourquoi vouloir, sur un papier G-Dank Fine Art mat, Canson ou Annemuleux, avoir le rendu de la Trix qui n'a jamais été sur ce papier-là et donc on n'a jamais vu comme ça. Voilà, donc c'est totalement, à mon avis, c'est incompatible avec l'idée que moi je me fais du noir et blanc, c'est-à-dire il y a un nouveau noir et blanc qui est arrivé avec de nouvelles possibilités. Voilà, et si on veut garder l'ancien, on garde l'ancien, il existe encore. On a une chance inouïe, on a du noir et blanc, on peut faire du noir et blanc depuis le daguerréotype en gros, jusqu'à des images quasiment virtuelles en noir et blanc. Profitons-en.